Normalement, on y est dans une seconde. Les filles, n'oubliez pas de nous envoyer le lien. D'ailleurs, je pense qu'on est bonne. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je pense qu'on peut y aller. Super. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, merci de suivre ce nouveau webinaire D'ailleurs, je qui fait pense qu'on est suite bonne. à plusieurs webinaires qu'on a eu au sujet de différentes thématiques du livre. Et donc, ce soir, le thème principal, c'est donc la montagne d'or et l'exploitation des mines d'or en général, avec Marie Toussaint, Alexis Tiuka, Sébastien Maville. On va, avec Marie, leur donner la parole parce qu'on a voulu, par ce livre, faire un tour des crimes environnementaux. Alors, clairement, ce n'est pas exhaustif et ce n'est qu'un échantillon, malheureusement, de ce qui se passe et ce qu'on peut observer en France, donc en France métropolitaine, mais aussi dans les Outre-mer. Et même si on nous a en fait rapidement opposé avec Marie lorsqu'on a lancé toutes les deux nos pétitions il y a de ça plus d'un an, on essaye par ce livre-là de démontrer qu'on ne peut plus, parce que c'est le cas encore, mais on ne peut plus dissocier la dimension sociale des sujets environnementaux. Et que tout crime environnemental a un impact sur la vie des gens, sur l'économie, sur la vie quotidienne, sur l'environnement qui touche ensuite par ricochet la santé. Et on ne peut plus faire comme si ce n'était pas le cas, et on ne peut plus surtout laisser ce type de pratique euh, se poursuivre sans qu'il y ait de sanctions. Donc on pointe du doigt la loi, on pointe les manques de loi, on pointe du doigt le gouvernement et sa responsabilité, les pouvoirs publics, qui délivrent un certain nombre d'autorisations aux organismes, qui ensuite polluent et qui ensuite ont un impact sur les populations. Et on critique le fait aussi qu'il n'y ait pas de reconnaissance de la voix citoyenne. Beaucoup de consultations sont faites et ne sont pas entendues, ne sont pas prises en compte. Et c'est tout ça qui est dénoncé dans ce livre-là, entre autres. Et ce soir, c'est un seul exemple de tout ce constat-là. Et Marie va prendre le relais pour vous expliquer pourquoi ce soir, on parle de la montagne d'or. Oui, donc merci Priscilla, merci Alexis et Sébastien d'être avec nous. Juste un petit mot parce qu'on devait accueillir ce soir Christophe Yanou, Anna Pierre, porte-parole des jeunesses autochtones. Malheureusement, il a eu un petit problème personnel, donc on lui envoie toutes nos pensées. Merci à lui, mais il fait partie de celles et ceux qui se battent sur le territoire guyanais contre ces projets pollueurs, destructeurs et intoxicateurs. Et ces projets qui sont effectivement sur le territoire du Guyanais, beaucoup des projets miniers, pas que, je pense qu'on le verra avec Alexis et Sébastien tout à l'heure, mais beaucoup effectivement des projets de mines d'or. Il y a les mines d'or légales, il y a aussi le problème des mines d'or illégales, et c'était important pour nous d'accueillir Alexis qui vit en Guyane et Sébastien qui est un avocat qui a travaillé sur la question des mines d'or en Guyane ce soir pour leur permettre d'aborder cet enjeu-là. On l'a montré dans nos webinaires, on essaye de le montrer dans notre livre aussi. Il y a des législations qui sont beaucoup plus permissives dans les différents territoires d'outre-mer par rapport aux territoires métropolitains. C'est déjà une négation de l'égalité et évidemment cette permissivité, elle est d'autant plus forte qu'on est sur des questions de pollution de l'environnement et que les populations locales ont finalement très peu leur mot à dire. Alors ça se retrouve aussi un petit peu en métropole, mais en tout cas en Guyane, on voit la superposition de tous ces enjeux, la participation et la prise en compte de la participation des gens sur les aménagements et les projets qui sont menés sur leur territoire et l'impact différent de ces projets sur les différentes populations. Donc, on va commencer avec toi, Alexis Tiuka, qui est juriste de formation, militant pour la reconnaissance internationale des peuples autochtones. Tu as longuement travaillé aussi avec les Nations Unies. Tu t'engages beaucoup sur tous ces sujets-là. On va commencer par la montagne d'or avant d'élargir un petit peu le sujet. Est-ce que tu peux nous revenir sur ce projet, peut-être en amont, au moment où ce projet a été prévu? Et puis ensuite, on creusera sur la manière dont on a réussi à le faire échouer avant d'élargir sur les autres mines. Donc voilà, si tu peux nous parler un petit peu et du projet Montagne d'Or et de la lutte que vous avez construite sur place, ce serait super pour commencer cette discussion. Et merci Marie. Donc, vous savez que la montagne d'or, c'est un peu la forêt, c'est l'arbre qui cache la forêt.
puisque à l'époque où il y avait Madame Taubira qui était députée déjà, on s'était battu contre un projet de mine d'or sur la montagne de Caux, qui était à côté d'une réserve biosphère. Et donc on avait gagné déjà à cette époque-là, mais on avait un appui incroyable de la députée de l'époque. Et on l'avait défendu devant au Parlement, ce projet-là. Parce que vous savez très bien que les multinationales utilisent des moyens pour amadouer les populations locales. Un truc très simple, c'est qu'ils voulaient payer les populations locales. Il y avait des Amérindiens autour, des communautés locales, avec payer les Amérindiens avant qu'il y ait l'enquête publique. Donc tout ça, ça a été dénoncé. Bon, il y a eu un début de procès au départ par la Fédération des organisations autochtones de Guyane et qui n'a pas abouti parce que ça a été rejeté par le tribunal administratif. Et quelques années après, il y a cette montagne d'or. En fin de compte, il faut savoir que la Guyane est très convoitisée par les mines d'or, quel que soit légal ou illégal. Et cette montagne d'or apparaît comme un projet, qui va développer la Guyane. C'était ça le grand thème, et qui va apporter de l'emploi dans l'ouest guyanais, et qui aura des retombées économiques très intéressantes pour la Guyane, qui fait adhérer beaucoup de politiques. Et sachant que lorsqu'on a su que la montagne d'or dépassait à un moment le quota, la valeur de l'investissement, il était normal qu'il y ait, en plus de l'enquête publique, il y ait un Conseil national du débat public soit organisé. C'est là que les autochtones, les organisations autochtones ont pris la marche aussi du collectif hors de question qui s'était mis en place pour faire respecter certaines règles au niveau du droit international par rapport au droit environnemental, la justice environnementale et tout ça. Et c'était très simple, dans toutes les déclarations qui ont été faites lors de l'audition par le Conseil national du débat public, qui était vraiment quelque chose de très chaud parce qu'il fallait être là, c'était vraiment chaud. C'est la première fois qu'on voyait que les membres du Conseil national du débat public étaient entourés par des militaires, par des gendarmes. Un débat public sur un projet de territoire. Donc la montagne d'or se trouve dans l'ouest, pas très loin des populations locales, des communautés autochtones et locales qui vivent dans le coin, et qui pouvaient vraiment, détruire la biodiversité et tout son environnement. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que dans les discussions qu'il y a eu entre les organisations autochtones et la société civile, c'est de là qu'est né ce fameux collectif hors de question, avec tous les ONG qui se sont mobilisés, on a pu apporter notre pierre à la revendication, à certains outils juridiques qui étaient méconnaissables de la part de certains militants. Dans le droit international, on dit que tout projet se faisant sur les territoires des populations locales et autochtones doit se faire en consentement. Donc, il y a un protocole de consultation. Donc, dans le débat public, on avait lancé cette procédure de protocole de consultation qui était méconnue de la part du président du Conseil national du débat public. C'est à ce moment-là que c'est important au niveau du droit, que le protocole de consultation, c'est quelque chose, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est. Donc, c'était quelque chose qu'on avait posé la pierre, alors que la France a adhéré à des principes au niveau du droit international. Et nous, on le pose dans ce cadre-là. C'est quelque chose de très intéressant et excitant, quoi. Alors, j'entends que le droit est rapidement devenu l'objet de votre lutte. Juste pour revenir sur ce que tu as dit, donc tu as parlé de Christiane Taubira qui était députée entre 1993 et 2002, il me semble, si je me trompe pas. Oui. À l'époque, elle avait déjà réussi à faire tomber un méga projet de mine d'or. Oui, sur la montagne d'or, sur la montagne de Caux. Ouais. Et alors, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu dis les multinationales, elles viennent avec des grandes promesses pour la population. Je voulais juste rappeler que l'alimentation est quasiment 2 fois plus chère en Guyane que sur le territoire métropolitain. 40% plus cher. De la situation, que le taux de chômage est très élevé, notamment pour les jeunes, mais déjà dans la population générale est supérieur à 22%, et qu'on a un taux de suicide aussi qui est extrêmement élevé en Guyane, ce qui peut expliquer l'attrait de telles activités, de tels projets auprès de la population. Et pourtant, tu nous dis, parce que vous avez trouvé l'outil du droit, mais en fait, il y a eu une opposition de la population, en tout cas
des populations voilà, amérindiennes, autochtones, etc., relativement rapide au projet de mine d'or, ou comment ça s'est passé? Juste pour revenir là-dessus, et après on continue sur le droit comme outil. En fin de compte, lorsqu'on a su que l'enquête publique s'est réouverte, et que l'enquête publique, vous savez très bien qu'est-ce que c'est une enquête publique, c'est pas une consultation de la population. Et imaginez combien de gens vont mettre quelque chose dans une enquête publique. Ça se fait sur Internet, hein? C'est ça? Oui, c'est fait sur Internet. Et en fin de compte, c'est dommage que Yann Wana n'est pas là. On a 2 générations avec lui. Et lorsque j'avais dit à Yann Wana, il faudra maintenant se positionner sur la question des multinationales et tout ça, parce qu'il y a des travaux qui ont été faits sur les multinationales. On a des éléments, je peux vous apporter des éléments. Et si c'est la jeunesse autochtone qui porte la revendication au niveau du Conseil national du débat public, il faut y aller. C'est comme ça qu'il y a eu cet engouement de jeunes. En fin de compte, ça a débuté déjà dans les mouvements sociaux en 2018, hein, lorsqu'il y avait ce mouvement social qui était énorme et qui a vraiment, comment dire, on a eu une union de la population guyanaise, hein, quelles que soient nos origines, contre ce projet-là. Et en fin de compte, c'est un malaise social petit à petit qui est arrivé sur la Guyane, et ce malaise social-là devait être résolu par un projet de mine d'or. En fin de compte, c'est vraiment envelopper la population guyanaise sur cette chose-là. Et comme vous dites, l'emploi, le chômage et tout ça, c'était ça. Donc, on a fait avaler le projet aux élus, qui portaient les élus. Et n'oubliez pas que la collectivité a porté le projet. Mais la population, consciente du désastre qu'il peut avoir sur le territoire, a réagi. Et c'est de là que cette mobilisation au niveau déjà régional et au niveau national nous a apporté beaucoup de soutien et de force. Et c'est là aussi qu'il y a eu un réveil collectif, hein, au niveau national et en Europe pour contrer ce projet-là. Et c'est vraiment quelque chose de très, très, très fort. Et ils sont pas prêts, hein, les populations locales et autochtones, à se battre de nouveau dans le prochain projet de l'Espérance. Vous voyez le titre, Espérance. Ils ne sont pas prêts ou ils sont prêts? Dans quelque chose, on est prêt. Combien de fois les chefs dans les débats publics, les chefs traditionnels, les organisations autochtones ont demandé aux membres du Conseil national du débat public de venir faire un débat dans un village amérindien, dans une communauté. Ils ne sont jamais venus. Et c'est là que la discussion, le dialogue a été interrompu, dans la mesure où l'État, la préfecture imposait la présence des militaires dans la communauté, dans le cadre du débat public, avec les chefs et les organisations autochtones et la société civile. Là, c'était inconcevable pour les chefs. Et c'est là que le dialogue a été coupé, complètement. Il y avait une sorte de pression sur la population pour bloquer. Voilà, c'est ça. Alors que la population en a marre des multinationales. Est-ce que tu peux juste nous dire 2 mots? Après, on va se tourner vers Sébastien et on reviendra ensemble dans la discussion ensuite. Mais est-ce que tu peux juste nous dire 2 mots? Tu nous dis les élus ont porté ce projet. De ce qu'on en comprend quand même, il y a des relations troubles entre les élus, la compagnie, enfin le BRGM, qui est le bureau qui autorise les projets miniers, et puis les responsables de ces multinationales, quand on parle de la compagnie Espérance, par exemple. Est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus sur qui sont ces gens qui, à la fois, profitent et décident des projets miniers en Guyane? Enfin, le Bureau de recherche géologique et minière, c'est une entité de l'État. Hein. Cette entité met à la disposition des multinationales toute la cartographie géologique du territoire. Et vous savez, sur le 22 maires de Guyane, il y en a peut-être 4 qui se sont opposés ouvertement devant les médias, dont le maire de Awalaya-Limpopo, qui a eu le courage de s'opposer à ce projet-là. Sinon, le reste des élus ont porté ce projet-là, ont soutenu ce projet-là. Vous voyez bien que entre la compréhension de ce qu'on va nous imposer et la réalité sur le terrain, c'est autre chose.
Donc, le BRGM, qui est une entité de l'État et qui travaille beaucoup avec les multinationales, il y a sûrement quelque chose entre eux. Comment ça se fait comment les multinationales sont au courant de tous les gisements d'or sur le territoire? Comment? Alors que les orpailleurs illégaux n'ont pas besoin de carte géologique, hein, je ne sais pas comment ils font pour trouver de l'or. Hein. Donc, il y a plusieurs choses en même temps. Les multinationales légales qui détruisent l'environnement et vous connaissez les impacts sur ça. Et à côté, comme vous dites aussi, l'orpaillage légal et illégal, l'orpaillage alluvionnaire qui pollue les rivières et toute la chaîne alimentaire des populations locales. C'est là et en fin de compte, où est la police de l'eau? Combien de fois dans les manifestations contre la montagne d'or, les organisations autochtones ont interrogé le président du CNDP, où est la place de la police de l'eau dans ça? On n'a jamais eu de réponse. La police de l'eau n'existe pas, l'office de l'eau n'existe pas. Ça, c'est des services d'État. Donc, ils sont tous en partenaire avec eux. À la DEAL, par exemple, c'est les services d'État. C'est eux qui décident. Il faut juste rappeler qu'il y a presque 50 000 personnes qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable en Guyane. Absolument. Absolument. Merci. Merci Alexis. J'aurai moi des questions ensuite sur le volet plutôt santé, après avoir donné la parole à Sébastien. Sébastien, merci d'être avec nous et j'aurais 2 questions pour commencer. La première, c'est alors vous êtes spécialiste en droit de l'environnement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé vers cette voie? Et vous êtes aussi président de la commission du droit et des politiques environnementales. Si c'est possible d'expliquer aux personnes qui nous regardent ce que c'est exactement. Oui, alors qu'est-ce qui m'a poussé dans le droit de l'environnement? Au départ, j'étais un jeune qui aimait la nature et j'ai participé quand j'avais 17-18 ans à l'une des premières mobilisations massives contre un projet, ce qu'on appelle aujourd'hui les grands projets inutiles. À l'époque, c'était le projet d'un tunnel qui est aujourd'hui percé dans la vallée d'Aspe, sous le col du Somport, dans une vallée où il y a du Béarn, où il y a beaucoup d'ours. Et donc, il y avait une mobilisation, ça remonte au début des années 90, 92, 93. Ça donne un petit coup de vieux. Et donc, à l'époque, je commençais mes études de droit. J'étais en première année de droit à l'université de Nanterre et j'avais participé à cette manifestation où je me suis fait arrêter, où j'ai été convoqué ensuite devant le tribunal correctionnel à Pau, où le juge m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Donc, je lui ai dit, je débute des études de droit. Il m'a dit, j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est d'arrêter, de faire autre chose. On ne veut pas de gens comme vous dans ce métier. De toute façon, je vous mets un casier judiciaire et votre carrière sera foutue si vous persévérez dans cette voie. Voilà. Et après, j'ai découvert Julia Roberts dans Erin Brockovich, Seul contre tous. Et je me suis dit, voilà ma vocation. Et je vais donner tort à ce vieux magistrat qui m'a humilié en pleine audience. Et voilà. Et donc, je vais faire du droit de l'environnement et je vais être avocat. Et voilà. Et Erin Brockovich a fini de me convaincre. Après, sur la deuxième question, donc tout ça aussi pour montrer aussi pour les jeunes qui nous écoutent que il faut pas, c'est pas parce qu'on est arrêté une fois, et ça arrive beaucoup en ce moment. Et je pense aussi à tous les gilets jaunes qui ont subi une répression ultra violente, que forcément, si on passe devant le tribunal et qu'on est condamné, c'est pas forcément, c'est une période difficile, c'est un moment difficile à passer. Je suis aussi bien placé pour le savoir, mais qui laisse aussi des espoirs et qui peut faire aussi naître des vocations futures. Voilà. C'est un beau message. Sur la commission de droit et politique environnementale du comité français de l'UICN. Donc l'UICN est une organisation internationale, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a été créée en 1948 à Fontainebleau. Donc, c'est l'une des plus anciennes organisations environnementales au monde, assez originale, parce que ce n'est pas formellement une organisation non gouvernementale, puisqu'elle réunit parmi ses membres à la fois des ONG, donc le WWF, France Nature Environnement, la Ligue pour la protection des oiseaux, la Fondation Nicolas Hulot sont membres de l'UICN, mais aussi des organisations gouvernementales.
c'est-à-dire que ça peut être à la fois des établissements publics, mais aussi des ministères. Et dans le comité français, le ministère de la Transition écologique et le ministère des Affaires étrangères sont tous deux membres de l'UICN. Et donc, au-delà de ces membres, l'UICN regroupe un réseau d'experts mondial, donc plusieurs dizaines de milliers d'experts dans le monde, plusieurs centaines en France. Et les experts sont répartis en commissions. Donc, il y a différentes commissions, notamment la plus connue, c'est la commission sauvegarde des espèces qui établit les listes rouges d'espèces en voie de disparition. Ces listes rouges qui sont désormais reconnues comme le référentiel mondial pour les espèces en voie de disparition. Et parmi ces commissions, il y a une commission éducation pour l'environnement, il y a aussi une commission droit et politique environnementale que j'ai l'honneur de présider depuis 2013 et avec un fin de mandat jusqu'en janvier 2020, puisqu'en janvier 2020, la France a l'honneur d'accueillir pour la première fois le Congrès mondial de la nature qui est organisé par l'UICN, donc il y a un grand forum qui réunit plus d'une dizaine de milliers de personnes et d'experts du monde entier, qui se réunit tous les 4 ans. La dernière édition, c'était à Hawaï en 2016. Donc là, le congrès devait se terminer cette semaine et avoir lieu à Marseille. Donc, du fait de la pandémie, le congrès a été reporté en janvier 2020, mais il aura lieu en janvier 2020 à Marseille. Mais 2021, j'imagine. 2021, pardon, oui, effectivement, janvier 2021 à Marseille. Il réunira notamment, en marge du congrès, le sommet des peuples autochtones. Donc ça aussi, c'est important et c'est un rendez-vous important pour la question qui nous intéresse. Et dans ce congrès, il y a l'Assemblée des membres dans lequel sont soumis un certain nombre de recommandations qui sont ou non adoptées par les membres après des débats parfois longs et âpres. Et parmi ces recommandations, ces recommandations peuvent ensuite donner lieu à l'émergence de nouvelles normes juridiques. Je pense notamment au principe de non-régression qui est inscrit dans la loi depuis 2016 en France, mais qui a été né d'une recommandation en 2012 adoptée par le Congrès mondial de la nature qui s'est réuni à Jeju en Corée du Sud. Donc, il y aura aussi la question minière sera importante, la question des peuples autochtones sera importante. Il y aura également des chefs d'État, puisque Emmanuel Macron a annoncé l'organisation d'un One Planet Summit à Marseille au moment du congrès. Donc, ça sera un grand forum. Et voilà, je vous invite tous à venir à Marseille à cette époque-là. Merci Sébastien pour toutes ces explications. Est-ce que ça vous évoque quelque chose lorsque Alexis s'exprime sur son combat? Est-ce que vous avez eu, vous, à conseiller ou juste à traiter la question d'une manière ou d'une autre? Et plus largement, sur les projets miniers en général, votre regard au niveau du droit, qu'est-ce que vous avez comme œil là-dessus? Alors, moi, je suis intervenu sur le dossier Montagne d'Or pour aider un petit peu le plaidoyer d'une grande organisation de protection de l'environnement, pour voir un petit peu les accompagner sur les différentes étapes procédurales liées aux spécificités du code minier, qui est un droit assez austère, qui est un droit ancien, qui ressort d'une loi de 1810. Donc, les grands principes du code minier sont toujours ceux qui ont été consacrés dans cette loi de 1810, qui a été refondée en partie dans les années 60 et qui aujourd'hui est un droit qui n'est pas conforme aux principes de la Charte de l'environnement, notamment au principe de participation du public consacré à l'article 7, qui est un droit qui n'est pas du tout adapté aux nécessités de prévenir les atteintes à l'environnement, de se concerter avec les populations locales. Donc, ce que dit Alexis est tout à fait juste sur la manière aussi dont sont traitées les populations locales dans le cadre de projets miniers, sur l'importance du rôle de l'État, puisque contrairement aux pays anglo-saxons comme les États-Unis ou le Canada, la France ne reconnaît pas la propriété sur le sous-sol. Quand vous êtes propriétaire d'un terrain, vous êtes propriétaire uniquement du fond, mais pas du tréfond qui correspond au sous-sol, ce qui est différent aux États-Unis et au Canada. Et donc, du coup, c'est l'État qui est seul compétent pour délivrer les autorisations pour explorer et exploiter les ressources minières. Le code minier est un code autonome qui doit être réformé.
pour l'adapter aux spécificités de notre temps et pour le rendre compatible avec les principes qui figurent à la Charte de l'environnement. Alors, la réforme du code minier a été engagée en 2011. Elle a été ensuite, elle a fait l'objet d'un groupe de travail présidé par Thierry Thuot, conseiller d'État, dans lequel je participais en tant que personnalité qualifiée, qui s'est réuni en 2012-2013 avec un rapport et un nouveau code qui a été élaboré avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire qu'il y avait eu une sorte de consensus à la fois entre les organisations patronales, les collectivités, les organisations non gouvernementales et les services de l'État sur un code réformé du droit minier. Le projet de code avait été remis à l'époque à Arnaud Montebourg, qui était ministre du redressement productif. Vous voyez, ça nous remonte à loin. Donc, tout cela en 2013, qui faisait suite aussi à un rapport de mon confrère Arnaud Gossement, qui avait été sollicité bien avant par Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était ministre de l'Environnement, et tout cela n'a pas abouti. En 2013, la loi devait être adoptée en 2014 et finalement, c'est reparti aux oubliettes. Et comme le monstre du Loch Ness, la réforme du code minier est réapparue l'année dernière suite à l'annonce de l'abandon du projet Montagne d'Or, avec une réforme qui était annoncée pour fin 2019, qu'on attend toujours. Nous sommes là maintenant mi-2020, toujours rien. Donc vous voyez, ça fait désormais plus de 10 ans que cette réforme est annoncée, qu'un projet de code a été travaillé, qu'il est prêt et que pour l'instant, rien ne se fait. Donc, effectivement, dans l'état du droit, le code minier pose un certain nombre de difficultés, à la fois parce que c'est un droit très technique, dans lequel les parties prenantes externes, que ce soit les populations locales ou les ONG, ont peu de prise. Et donc, moi, je suis intervenu sur sur le projet de Montagne d'Or. Je suis intervenu également sur un projet de mine d'or qui finalement s'est concrétisé, donc de petites mines alluvionnaires qui s'appelle Creek Nelson en Guyane, pour lequel nous avons pour la première fois obtenu devant le tribunal administratif de Cayenne l'annulation de l'arrêté préfectoral. Donc là, c'était quand même une première, mais en référé, le juge avait considéré qu'il n'y avait pas d'urgence à juger ce litige. Du coup, ça a été renvoyé au fond. Donc, une fois que la forêt, qu'un hectare de forêt amazonienne ont été complètement coupés, que la mine a été exploitée, et après cela, le projet a été considéré illégal, ce qu'on savait depuis le début. Mais on a eu un problème aussi d'accès au juge, ce qui montre une difficulté supplémentaire. Aujourd'hui, on travaille avec Guyane Nature Environnement sur le projet Eau Plata, qui est un projet d'usine de cyanuration sur la commune de Saint-Élie. Et puis, je travaille également, je dois plaider le dossier concernant la société Goldor, qui a été renvoyée fin septembre du fait de la pandémie. C'est une audience qui doit se tenir à Saint-Laurent-du-Maroni. Goldor, c'est un dossier important puisque c'est une société qui est détenue par la famille Ostorero, qui est donc notamment sa présidente, qui est également présidente de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, qui représente, les opérateurs miniers, qui elle-même détient une dizaine de compagnies minières en Guyane. Il faut savoir que le secteur est très concentré aux mains de quelques personnes qui finalement tirent la majorité des bénéfices financiers dus à l'extraction minière. Et cette société est renvoyée devant le tribunal correctionnel à Saint-Laurent-du-Maroni pour avoir rejeté en aval de sa mine des matières en suspension qui étaient, tenez-vous bien, 4800 fois au-dessus de la norme autorisée. C'est-à-dire que c'est le plus gros rejet de matières en suspension qui n'a jamais été constaté en France. Donc là, 4800 fois la norme autorisée, ça veut dire qu'en aval de la mine, alors que normalement il doit y avoir la crique, c'est-à-dire la rivière doit être aussi limpide qu'elle l'est en entrée de la mine, c'était devenu un torrent de boue dans lequel il n'y avait plus aucune vie aquatique, plus aucun poisson, plus rien. Voilà. Donc ça montre aussi l'impact de ces petites mines dont on parle moins, on parle beaucoup de ces grands projets, mais ces petites mines alluvionnaires créent aussi des impacts, d'abord la déforestation, mais aussi des pollutions en matière en suspension qui asphyxient totalement le milieu aquatique. Et la famille Ostorero est celle qui détient aussi la compagnie minière Espérance, qui porte
avec les Américains maintenant ce projet de nouvelles mines industrielles en Guyane. Donc c'est aussi important de montrer que ces gens-là qui se prévalent de vouloir exploiter des mines industrielles très importantes ne sont pas capables de respecter le peu de normes qui existent sur les installations, sur les mines alluvionnaires, sur les petites mines artisanales qu'ils gèrent. Voilà, donc beaucoup de choses et aussi c'est dire la situation est un peu spécifique en Guyane parce qu'il y a déjà le barreau de Guyane est très petit, il y a quelques dizaines d'avocats en Guyane et le peu d'avocats qui sont spécialisés sur le droit minier travaillent pour les compagnies minières. Donc il y a quasiment pas d'avocats spécialisés qui travaillent pour les opposants aux mines, donc la nécessité de solliciter des avocats qui sont situés en métropole et avec aussi les coûts que ça représente. Donc c'est aussi important de leur montrer une solidarité ici, parce que la Guyane, déjà c'est un territoire magnifique et qui concentre une biodiversité extraordinaire. Et c'est la responsabilité de la France sur la protection de la forêt amazonienne. C'est notre Amazonie qu'il faut protéger à tout prix. Merci beaucoup, Sébastien. C'est intéressant de voir. On parle effectivement des grosses mines et on voit aussi qu'il y a l'impact que peuvent avoir les petites mines et surtout les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir. Marie en parlait au début, Alexis en a parlé aussi. Et là, on voit voilà, toujours le même cercle de profil qui détient toujours un peu la mainmise sur tout. Ça rend compliqué les choses. Et si en plus, au niveau du réseau des avocats, il n'y a pas beaucoup de force, en tout cas, pour faire avancer des questions comme pousser, par exemple, à la mise en place de la réforme. Je ne sais pas, c'est quoi le prochain horizon, c'est quoi la prochaine action que vous imaginez, peut-être en relation avec des personnes qui sont en Guyane localement pour pousser ce sujet-là. Est-ce que vous prévoyez des choses? Est-ce que tout le monde est plutôt en suspens dans l'attente de la prochaine décision? Ou est-ce qu'il y aura des actions qui seront faites pour pousser à ce que ça aille plus vite? Il y a le collectif Hors de Question qui fait un travail formidable. Il y a Guyane Nature Environnement avec des moyens à la fois humains et financiers très très faibles, mais avec le soutien de FNE qui fait aussi beaucoup de choses sur le plan juridique. On est face à des gens qui utilisent aussi, eux, tous les moyens dont ils disposent, y compris les procédures Bayon. Je vous dis ça parce que l'un de mes clients sur le procès Crick Nelson, qui avait dénoncé la pollution en aval de la mine qu'il constatait, puisque lui était exploitant de carbets touristiques, de camps touristiques en pleine forêt sur le bassin du Kourou. Donc, il était remonté jusqu'à la mine qui était très difficilement accessible. Il est guide aussi, le président de la compagnie des guides de Guyane. Il avait filmé l'impact de la mine sur le cours d'eau. Et du fait de cette diffusion, il fait l'objet d'une procédure en diffamation. Donc là, normalement, l'audience est prévue début juillet. On doit aller à Cayenne. J'imagine que ça va être à nouveau renvoyé puisque la situation sanitaire en Guyane va plutôt en s'aggravant en ce moment. Mais voilà, ça vous montre aussi que quand on cherche à dénoncer la politique minière, quand on cherche à dénoncer les miniers, on fait aussi l'objet de procédures judiciaires en diffamation, des procédures Bayon, ce qu'on appelle les procédures Bayon, qui visent finalement à faire taire les opposants aux mines. Et on a des intérêts qui sont tellement puissants dans un territoire qui aussi du fait des politiques qu'il gouverne, hein, je dis très clairement, et je vise la collectivité territoriale de Guyane qui considère que finalement le développement minier doit être l'un des principaux axes de développement de la Guyane en oubliant le potentiel en matière d'agriculture durable et de tourisme aussi. On considère que finalement il y a deux activités en Guyane, il y a le centre spatial et il y a les mines. Voilà. Mais tout cela, c'est le monde d'avant. Il faut aussi, à travers les combats que vous portez, à travers nos combats partagés, montrer qu'un autre avenir est possible en Guyane et faire preuve de solidarité à travers pour les opposants qui sont, je le répète, mais Alexis pourra le confirmer, hein, qui sont très très seuls en Guyane. Alexis, une réaction à ce qu'a expliqué Sébastien? Mais Sébastien a fait une photographie très complète, un peu des procédures de Bayon, qu'ils appellent ça. En fin de compte, tous ces gens-là se connaissent entre eux. Il suffit de voir, je prends un exemple, Sébastien, par exemple, la commission des mines,
80, 90% de la composition de la commission des mines, c'est des entités d'État. Et le reste, il y a quelques organisations environnementales et puis les populations autochtones. Et celle qui siège à la commission des mines, c'est Madame Ostorero, président du FEDOM. On voit bien qu'il n'y a pas d'impartialité dans ces trucs-là. Tout est compliqué, tout est lié, tous les gens se connaissent. Et c'est très bien que Sébastien rappelle que c'est vrai qu'en Guyane, on a très peu de spécialistes, très peu d'avocats spécialisés dans le droit de l'environnement, et surtout ça qui manque. Et c'est pour ça que la solidarité nationale, même internationale, est très importante. Et il est temps de rappeler aussi que, comme l'a rappelé Sébastien, le code minier, qui date de 1810, c'est vrai qu'il était après la montagne d'or, il devait avoir une procédure de révision. À ce jour, il n'y a rien. Tout est endormi. Il n'y a plus rien. Excuse-moi de t'interrompre. Juste, je trouve ça intéressant. 1810, c'est avant l'abolition de l'esclavage. Donc, ça date d'un temps où on... C'est pour ça il est très intéressant de savoir comment c'est. Et après, comme dit Sébastien, il y a une petite révision en 1960. En 1960, c'est la départementalisation. C'est la période de départementalisation. C'est intéressant, hein, l'historique. Comment, petit à petit, dans le processus de la départementalisation et d'assimilation, ben, la colonisation a continué. La colonisation des territoires, la colonisation et l'assimilation des peuples. Mais justement, on commence à avoir des questions qui arrivent un petit peu, qui nous remontent de Facebook et tout ça, mais peut-être juste, du coup, ce qu'on voit aux Antilles, par exemple, c'est que ceux qui détiennent encore et les bananeraies et les centres commerciaux, etc., c'est beaucoup les descendants d'esclaves d'il y a 2 siècles. Est-ce qu'en Guyane, c'est pareil? Comment ça se structure? C'est qui ces gens qui détiennent les mines aujourd'hui? D'où ils viennent? Descendants d'esclavagistes. Descendants d'esclavagistes. Je pense. Pardon, mes excuses. C'est peut-être pas la même chose. Je veux juste qu'on... On les appelle les Békés, mais les Békés sont encore en Guyane. Hein. Ils sont de nouveau en Guyane, ils ont envahi la Guyane. Donc c'est un peu le parallèle de ce qui se passe dans les Antilles. C'est les mêmes familles qui restent à la tête de la Guyane finalement depuis plusieurs siècles. J'imagine qu'en Guyane, aux Antilles, ils ont tout exploité, mais maintenant, on a un territoire en Amazonie, la Guyane. Il y a tout à faire pour eux. C'est une opportunité pour eux. Et donc, ces grandes familles esclavagistes s'installent. Ils sont installés en Guyane. Ils sont installés en Guyane. Tous les grands groupes que vous trouvez aux Antilles, ils sont en Guyane. Tous les grands commerces que vous voyez, ils sont en Guyane. Je veux même vous dire que toute une moitié d'un National 2 qui va vers le Saint-Georges-de-l'Oyapock est acheté par ces gens-là. Est-ce que là, je m'adresse à Alexis, mais aussi à Sébastien, du coup, pour le volet juridique qui pourrait en découler. Est-ce que vous êtes aussi saisi de questions au niveau de la santé des personnes qui sont impactées par les produits qui sont utilisés pour exploiter ces mines? Est-ce qu'il y a même des personnes qui se sont portées partie civile collectivement parce qu'on avait détecté des maladies qui en découlaient ou pas? La Fédération des organisations autochtones, à une époque, avait déposé une plainte au tribunal des grandes instances à Cayenne sur la contamination par le mercure. Et ça n'a jamais été, il n'y a jamais eu d'audition. Jamais, jamais, jamais. Donc, le combat n'est pas perdu. Hein. C'est pour ça que je dis que la solidarité nationale et internationale est très importante, et c'est bien que Sébastien le rappelle. Il faudra de nouveau peut-être déposer une plainte contre l'État sur la contamination par le mercure, puisque l'activité continue et cette contamination continue. Lorsque vous voyez sur le Haut-Maroni l'activité alluvionnaire pollue toutes les rivières et la chaîne alimentaire et pollue la population locale et autochtone.
Et il y a eu, je vous assure, lorsqu'on avait soulevé ce problème-là de la contamination par le mercure et la santé, la mise en danger des populations locales et autochtones, il y a eu une commission mercure qui a été créée au sein de la préfecture. Il s'est réuni, cette commission s'est réunie une seule fois, juste pour la création de la commission. Après, il n'y a pas eu de consultation des populations locales sur ces questions-là. Tout a été bouclé. Et c'est ces questions-là aussi qui sont venues lorsque les organisations autochtones ont interrogé les représentants de l'État en disant qu'est-ce qu'elles sont devenues toutes ces commissions-là. Alors que à côté, on fait des études, on fait venir des universitaires du sud-ouest de la France pour faire des études sur le mercure. Ils prouvent, et on prouve, que le taux du mercure est supérieur par rapport à ce qui est préconisé par l'Organisation mondiale de la santé. Que fait l'État dans ça? Donc il y a un génocide silencieux qui se passe sous le regard de tout le monde et que chacun réagisse. Personne n'est réagi. Nous, en tant que militants, et je rappelle certaines choses simplement. C'est vrai que je me sens parfois seul, mais la solidarité nationale est là. On compte sur beaucoup de gens et je pense qu'il y a une espèce de compréhension collective qui se fait maintenant sur le danger qu'il y a sur ces territoires-là. La Guyane, c'est un territoire de la France. Hein. Nous sommes sur un continent. Et nous avons deux grands pays, le Brésil et le Suriname, qui exploitent et qui mettent en avant l'activité minière. Au Suriname, c'est incroyable comment ils font. Et au Brésil, dans le parc Tumutuma, qui est l'équivalent du parc amazonien, il y a de l'activité minière. Donc, de part des frontières, des communautés autochtones et locales se battent presque tous les jours contre l'activité des mines, de l'activité des multinationales. C'est quelque chose de très fort. Hein. Lorsque vous survolez la Guyane, vous voyez, c'est des trous énormes. Et c'est ça qui fait peur, parce qu'ils vont continuer si on ne réagit pas, si on ne remet pas l'ordre juridique en place, qu'il faut qu'il y ait une révision de tout ce qui est ordre et règlement juridique au niveau environnemental. Sinon, ils vont toujours utiliser le vieux code du code de l'environnement qui date de l'époque de la colonisation. Un exemple très simple. Il y a une enquête publique en ce moment sur la centrale thermique. C'est un terrain qui appartenait à un esclavagiste. Et il y a eu une transaction de foncier qui s'est fait avec la CTG, les maires, les communes, alors que le propriétaire, il vit en Europe tranquille. Ça, c'est des procédures qui existent au niveau foncier, qui est très intéressant aussi à éclaircir, qu'il y a beaucoup d'esclavagistes, des anciens esclavagistes, qui ont encore du terrain ici et qui exploitent beaucoup et qui ne se gênent pas à les vendre hein, et faire augmenter le prix du terrain, par exemple à EDF. C'est le grand débat en ce moment. L'enquête publique est lancée et tout le monde se bat parce que c'est le seul moyen. Merci Alexis. On va revenir rapidement sur le volet de la santé pour que Sébastien nous dise s'il est saisi de ce type de dossier. Oui, par exemple, sur le dossier de la crique Nelson, on a été sur la première autorisation d'exploitation minière sur le bassin du fleuve Kourou. Ce bassin du fleuve Kourou, vous avez avant l'embouchure du fleuve, vous avez un point de captage qui s'appelle Degra de Saramaka, qui est le point de captage en eau potable de toute la ville de Kourou, de son agglomération, et d'une partie de l'agglomération de Cayenne. Donc, vous avez plus de 100 000 habitants qui puisent leur eau potable dans le fleuve Kourou. Et dans le même temps, le préfet autorise une mine d'or quelques kilomètres en amont de ce point de captage. C'est-à-dire que si on a si les digues venaient à rompre, on aurait une pollution, notamment en matière en suspension, éventuellement en hydrocarbures, parce qu'il y a un certain nombre d'hydrocarbures qui sont utilisés pour l'exploitation minière légale, qui étaient susceptibles de polluer directement le point de captage d'eau potable de à peu près un peu plus la moitié de la population de la Guyane. Donc on voit que même pour
les mines légales, la question de la santé est finalement une question subsidiaire, et quand on va faire une balance des intérêts, on va privilégier l'exploitation économique et minière plutôt que la prévention et la préservation de la santé. Sur ce que disait Alexis sur la pollution au mercure, donc ça c'est une pollution qui est générée par les orpailleurs illégaux, puisque le mercure est interdit aujourd'hui dans le cadre de l'exploitation légale minière, donc ce sont les illégaux, à peu près, pour donner des chiffres, on est à peu près à environ 10 000 garimpeiros, c'est-à-dire essentiellement des Brésiliens, qui opèrent en toute illégalité sur le territoire guyanais, avec de la déforestation, avec des pistes qui sont tracées en forêt pour approvisionner les sites, avec des quads qui circulent, avec des hydrocarbures pour faire marcher les groupes électrogènes, avec du mercure qui est utilisé pour séparer le minerai, pour extraire le minerai de la roche. Et donc ce mercure qui est déversé dans le milieu naturel, qui contamine les populations et spécifiquement les populations amérindiennes qui vivent dans la forêt. Et donc un problème de santé publique majeur pour ces populations qui se nourrissent de poissons, le poisson lui-même étant contaminé avec le mercure, et un certain nombre de maladies auxquelles sont exposées ces populations. Donc il y a effectivement une plainte qui avait été déposée. Je pense qu'il y a également un recours en carence fautif qui pourrait être déposé contre l'État, puisque les moyens qui sont alloués à la lutte contre l'orpaillage illégal sont clairement insuffisants. On se targue en Guyane d'avoir le centre spatial guyanais, c'est-à-dire d'avoir la meilleure technologie, d'envoyer les satellites les plus perfectionnés au monde qui sont capables de surveiller avec des résolutions d'1 mètre près la surface de la Terre entière. Et pourtant, dans le même temps, on nous dit qu'on est incapable de lutter contre ces orpailleurs illégaux au nombre de 10 000 qui opèrent en Guyane, avec des militaires qui sont d'opération Harpie, qui font leur travail, mais qui sont en nombre clairement insuffisant et qui mettent en danger du coup ces populations amérindiennes. Merci beaucoup. Du coup, c'est bien parce que ce qu'on essayait de faire avec le livre aussi, c'était de montrer qu'il y avait des schémas qui se répétaient. Le fait qu'on ait plus ou moins de collusion d'intérêts, mais en tout cas des relations amicales problématiques qui imposent des projets aux populations la plupart du temps, qui sont des projets qui détruisent l'environnement, mais qui est aussi le cadre de vie et de santé et d'épanouissement des populations, tout en leur faisant du chantage à l'emploi. Voilà, tout ça, c'est des schémas qui se répètent. Et face à ça, une lutte acharnée des populations qui souvent s'appuient sur l'appui du droit, même si, on l'a très bien vu avec la description du code minier, le droit n'est pas toujours à notre avantage. Maintenant, ce qu'on voulait faire aussi avec ce livre, c'était lier des combats, mais aussi attirer l'attention sur des situations et proposer des manières de soutenir. Donc, moi, j'ai beaucoup entendu, Alexis, tu soulignais le fait que le soutien de la métropole, finalement, parce que tu disais de la nation, mais ça voulait dire que tu sortais du cadre guyanais, avait été majeur sur la question de la montagne d'or. Aujourd'hui, on a entendu qu'il y a encore à la fois des gros projets miniers en projet, dont ce fameux projet Espérance, plein de petits projets miniers qui ont pollué sans qu'il y ait de dépollution ni d'indemnisation des populations, et par ailleurs un orpaillage illégal contre lequel les moyens mobilisés par l'État sont trop faibles. Du coup, je vous demande un peu, peut-être Sébastien, on sait que tu dois nous quitter bientôt, donc peut-être que tu peux nous répondre et puis faire une conclusion en premier, puis qu'après on revienne vers Alexis, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir, nous en tant que personnes, mais aussi les personnes qui nous regardent? Comment on peut faire pour enfin mettre fin à ces pratiques et ces projets qui sont à tout point de vue destructeurs sur le territoire guyanais? Je dirais qu'on est face à une situation qui empire, et la pandémie a eu comme conséquence aussi que le cours de l'or a continué encore à s'envoler. Donc plus l'or est haut, plus il y aura d'orpailleurs et plus il y aura aussi de capitaux qui seront investis pour la recherche de l'or. Pour un or qui est destiné à à dormir dans les coffres des banques centrales. C'est ça aussi qui est extrêmement triste, c'est-à-dire que l'or dont on a réellement besoin pour faire fonctionner nos téléphones portables, nos ordinateurs, etc., on pourrait s'approvisionner uniquement à travers les filières de recyclage, de retraitement. On n'a plus besoin aujourd'hui d'extraire de l'or, sauf pour spéculer. Donc on est vraiment
à la rigueur, sur d'autres commodités, on peut se dire, bon, que ce soit le coton, le soja, etc., on peut se dire on en a besoin parce que s'il y a notre alimentation, notre façon de se vêtir, le bois pour construire des maisons. Là, ici, on est sur quelque chose qui est totalement absurde et qui vise uniquement à alimenter une spéculation financière tout en créant un désastre. C'est-à-dire que la mine est l'activité la plus impactante pour l'environnement. C'est-à-dire que quand vous avez une mine, vous êtes obligé de tout raser. Les arbres, la flore, de perturber la faune, de creuser la terre, etc. Et la seule obligation qui repose sur les exploitants miniers illégaux, parce qu'évidemment les illégaux ne font rien, la seule obligation c'est de réhabiliter, ce qu'on appelle la réhabilitation, c'est-à-dire qu'on replante des arbres, mais on ne va jamais recréer une telle diversité qui est celle qui existe dans la forêt amazonienne. Et donc pour toi, l'un des outils majeurs pour protéger la forêt amazonienne, les droits des populations et la planète en règle générale, c'est la lutte contre la spéculation financière en général et sur la spéculation financière sur l'or en particulier. C'est aussi, oui, et puis c'est de dire qu'on n'est pas sur une économie, on est sur une économie qui ne sert à rien, qui ne sert qu'à enrichir ceux qui sont déjà gavés d'argent. Voilà. Donc, il faut dire stop à l'exploitation de l'or. Je n'ai pas d'autre message, je veux dire que c'est quelque chose qui est totalement absurde et que la Guyane doit avoir un autre mode de développement que celui de l'orpaillage. Et qu'il y en a d'autres axes. Il y avait le WWF qui avait fait un remarquable travail sur les alternatives au développement minier, qu'ils avaient fait avec le cabinet de Deloitte, donc avec des gens voilà, qui viennent aussi de ce monde-là. On n'était pas sur des anarchistes qui disaient ça. On était vraiment sur des gens qui étaient réfléchis, posés et qui pensaient en termes de durabilité. C'est-à-dire qu'il ne faut plus aujourd'hui exploiter de l'or qui de toute façon bénéficie à un nombre très restreint de personnes. Creek Nelson, on était sur une exploitation qui employait 3 personnes pendant 12 mois. Voilà. On avait 3 emplois pendant 1 an et on va raser l'équivalent de 4 fois. Alors, 1 hectare, on va me dire, c'est pas beaucoup, mais c'est pour les Parisiens qui nous écoutent, 1 hectare, c'est 4 fois le champ de Mars. Voilà. Le champ de Mars, vous le multipliez par 4 et sur une zone qui est remplie d'arbres, de forêts, de faune, de flore, etc., vous rasez tout. Voilà. Tout ça pour créer 3 emplois pendant 1 an. Voilà. Donc, le coût bénéfice-inconvénient n'est tout simplement plus durable dans le monde dans lequel on aspire à vivre. Voilà. Donc, non à la mine et crions-le très fort et soutenons les Guyanais. Voilà, on a beaucoup souffert de la mine en Europe au 19e siècle. On en subit encore les conséquences, parce qu'on pourra aussi, peut-être dans un autre webinaire, montrer que les conséquences des mines en termes de pollution sont des conséquences qui se jouent on a parlé de la mine de Salsigne la semaine dernière. Parfait. Donc voilà, on a l'exemple. Et non, voilà, non, stop à la mine, stop à la mine, stop à la mine. Merci, c'est très clair. Merci beaucoup, Sébastien. Alexis. Stop à la mine, hein. Moi je voulais dire que c'est une économie unilatérale. Hein. C'est vrai que ça profite simplement à quelques personnes, mais comme on dit, il y a une légende calénienne qui dit comment des gens peuvent ouvrir le ventre de leur mère, prendre tout ce qu'il y a et partir et laisser la maman mourir. La maman, c'est qui? C'est notre mère, la Terre. C'est ça aussi. L'humain et le développement de la protection de l'environnement. Comment des gens comme ça peuvent penser à faire ça? C'est un crime. C'est un crime contre l'environnement. C'est un crime contre l'humain. C'est ça. Donc, les sociétés transnationales, c'est des sociétés unilatérales économiquement qui profitent à certaines personnes, certains groupes, et le reste, on oublie. Et c'est là qu'il y a un effort à faire dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, j'insiste beaucoup, et depuis quelque temps, il est temps de faire un effort aussi, nous, juristes, avocats, tous ces gens mobilisés, pour faire évoluer les règles environnementales.
par exemple, faire évoluer le code de l'environnement, quelque chose de base. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils peuvent le faire évoluer. Ils l'ont fait évoluer lorsqu'ils ont fait le parc amazonien. En 2003, lorsque j'étais membre du conseil scientifique du parc amazonien, je disais dans une réunion qu'il fallait d'abord régler au préalable la question de l'orpaillage légal et illégal avant de créer le parc amazonien. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Monsieur Tchouka, on va d'abord faire le parc amazonien et après on va régler le problème de l'orpaillage. Et comme Sébastien l'a rappelé, pendant la pandémie, là, ça y va à fond. Hein. Il y a beaucoup d'activités. Hein. C'est pas pour rien que la frontière brésilienne est très fluide et tout ça, et l'activité continue. En 2003, j'avais déjà averti en disant qu'il faut d'abord régler la question de l'orpaillage illégal sur le parc amazonien, sur le territoire du parc amazonien, prendre en compte la revendication et les souhaits des peuples autochtones avant de créer le parc amazonien. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi j'ai quitté le comité scientifique? Parce que je m'étais considéré que je n'étais pas écouté et que j'étais là juste pour faire la présence d'un autochtone, alors que mon discours n'était pas écouté. Et ça, j'ai claqué la porte, sûrement par rapport à cette question que j'ai posée un jour avant de partir, sur le protocole de consentement aussi, par rapport à la biodiversité et à la biopiraterie. Et c'est ça qui m'a fait partir. Donc ça, il y a des éléments aussi dans le droit. Par exemple, la biopiraterie, il faut qu'il y ait des nouvelles règles pour réguler ce genre de recherche. Et c'est vrai que l'or ne va pas apporter pas rien du tout à la Guyane. La Guyane est connue par son histoire sur l'or depuis l'éruption de la montagne Pelée. Les Saint-Luciens sont arrivés ici, ils sont allés sur les sites d'orpaillage, sur Saül, sur la Mana, à Saint-Élie. Ça, c'est des sites qui ont toujours été exploités. Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a eu un retour économique en Guyane? Jamais. Jamais. Et tout ce que Au Plata là, est coté à la bourse, alors que, comme rappelle Marie, l'accès à l'eau potable, un élément fondamental pour que la survie de l'humain, l'eau potable, l'accès à l'eau potable, il est inexistant dans certaines communes. Comment ne pas développer un pays sous le modèle du Costa Rica qui a développé son économie sur l'environnement? La Guyane a un potentiel dans ça. Des études ont montré, comme l'a rappelé Sébastien. Mais non, parce que nos élus s'entêtent à dire que c'est la seule façon de développer la Guyane, c'est l'or, et à côté de ça, le spatial qui a réduit énormément sa participation au niveau des collectivités. Ça, il faut bien le rappeler aussi. Parce que l'activité spatiale se réduit petit à petit, et il n'y a que des gens qui viennent en mission à Kourou pour faire partir les fusées. Donc, il y a une réduction de l'économie, une réduction de l'effectif, donc moins de participation du CSG dans l'économie du pays. Ça, c'est très important de le rappeler. Alors, imaginez, les multinationales minières, ils ne font pas grand-chose. Ils ne font pas grand-chose. Et c'est bien, Sébastien, de le rappeler, la compagnie des guides avait soulevé ce problème-là pas très loin de la Crique Nelson, parce qu'à côté, il y avait une communauté autochtone qui vivait. Comment voulez-vous? C'est incroyable. Comment on peut donner une autorisation à une exploitation alluvionnaire à côté d'un captage d'eau et qui nourrit, qui alimente Kourou et Sinamari et Irakubu? Vous vous rendez compte à quel point il y a tout n'est pas cohérent du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas vraiment. Et c'est pour ça que le combat qu'on devra mener, je pense que c'est un message que je lance, il faut faire évoluer les règles environnementales. Il faut les faire évoluer. Tout doit changer. On doit apporter d'autres choses, d'autres visions de voir les règles. Comment? Et ne pas rester sur des anciennes règles qui sont de la date de l'époque coloniale. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là.
Merci Alexis, merci Sébastien. Juste un petit mot sur le parc amazonien, parce que c'est très important. En décembre 2019, il y a quelques mois, étaient recensés plus de 50 chantiers d'orpaillage illégal au sein du parc national amazonien. C'est-à-dire que les parcs nationaux sont des joyaux. Normalement, vous allez dans le parc national de la Vanoise, celui du Mercantour, des Écrins, vous ne pouvez pas ramasser un bouquet de fleurs. Sinon, vous êtes poursuivi, vous pouvez être poursuivi devant le tribunal. En Guyane, c'est près de 50 chantiers d'orpaillage illégal avec des quads, des hydrocarbures, des groupes électrogènes, tout le ravitaillement, etc., qui opèrent avec aucun moyen à disposition des agents du parc national pour extraire. C'est-à-dire qu'on est face à des questions très pratiques. Comment est-ce que si vous avez plusieurs heures, voire dizaines d'heures de pirogue pour aller au tribunal ou à la gendarmerie, comment est-ce que vous faites pour extraire des personnes que vous interpellez? Et la justice n'a pas de moyens, il n'y a pas d'hélicoptères qui sont mis à disposition pour emmener ces gens-là au tribunal, si bien qu'on est face à une impunité totale. Et moi, ce que j'ai ressenti la première fois que je suis allé dans la forêt amazonienne et que j'ai pu percevoir finalement cet environnement qui est l'une des dernières frontières de notre monde moderne, et de me rendre compte que dans cette forêt, en plein cœur de cette forêt, vous avez presque plus d'animaux, parce que les orpailleurs aussi chassent pour se nourrir. Voilà, donc vous avez quelques oiseaux, mais vous avez presque plus de grande faune, quelques jaguars, mais de moins en moins. Et même dans ces endroits qui sont parmi les plus reculés, les plus inaccessibles, et ben l'homme, pour uniquement récupérer finalement pour ses besoins financiers, et ben l'homme est toujours là et il y a une prédation de ces milieux, et c'est d'une tristesse infinie de voir que ces endroits aussi inaccessibles sont finalement soumis à la prédation de l'homme. Voilà. Donc c'est pas très gai, mais en tout cas, j'invite à tout le monde à aller en Guyane. D'ailleurs, d'abord, c'est magnifique, et à se rendre compte de la réalité que vit ce territoire. Merci Sébastien, on espère qu'avec ce live-là, on vous invite à partager, vous qui regardez, et puis même Alexis et Sébastien, justement, parce qu'on essaie de participer aussi à communiquer sur ces sujets-là, que ce soit avec le livre pour ceux qui préfèrent lire, et ceux qui sont plutôt pour visionner des vidéos ou de l'information de cette manière-là. Ben, c'est aussi un autre moyen de communiquer. Donc merci à vous deux pour vos témoignages et pour le temps que vous avez consacré à partager vos expériences et vos conseils. Vendredi prochain à 18h30 à la même heure, on accueillera un collectif qui se bat qui a essayé de se battre contre la construction, l'élargissement de l'A80 à Grenoble, puisque Grenoble est une des trois villes les plus polluées de France, mais on rajoute encore une bouffée de particules fines par l'élargissement de cette autoroute, et on va recevoir les militants qui sur place ont essayé d'empêcher ça. Si jamais vous avez des témoignages à nous faire parvenir, ou si vous voulez réagir à ce qui s'est dit ce soir ou à ce qui va se dire la semaine prochaine, on a une adresse email, c'est demandonsjustice@protonmail.com, alors n'hésitez pas. Et merci beaucoup, et je passe le relais à Marie. Oui, non, mais voilà, à nouveau merci à Alexis et Sébastien, merci à Priscilla aussi d'être toujours avec moi à organiser ces webinaires. Et puis on vous dit à vendredi, et surtout n'hésitez pas, voilà, à partager, diffuser vraiment ces vidéos si vous pensez que ça peut aider à la fois Alexis et les populations guyanaises, ou en aider d'autres qui mènent des luttes de ce type-là sur le territoire. C'est vraiment fait pour ça, donc vraiment n'hésitez pas, et on vous retrouve vendredi, comme l'a dit Priscilla. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.